Le cristal de baccarat teintait délicatement contre l'ongle de ma manucure française parfaite tandis que je contemplais les documents étalés sur le bureau en acajou de mon défunt mari. 3 mois après les funérailles de Charles, je découvrais encore des secrets cachés dans les tiroirs de son imposant bureau. Je m'appelle Océane Labrousse, et à 52 ans, je pensais connaître tous les recoins de ma vie. Propriétaire de la plus prestigieuse maison de parfums de Paris, Essence Éternelle, j'avais bâti un empire olfactif qui rivalisait avec Chanel et Dior. Mon mari Charles, avocat réputé, m'avait toujours soutenu dans mes ambitions entrepreneuriales. Du moins, c'est ce que je croyais. Avant même la mort de Charles, quelque chose d'étrange se produisait. Pendant des mois, j'avais reçu des SMS mystérieux provenant de numéros inconnus. Des messages courts, énigmatiques, qui semblaient me mettre en garde. Attention aux sourires de façade, ceux qui t'aiment le plus peuvent te trahir, ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard, les parfums les plus envoûtants cachent parfois les poisons les plus mortels. À l'époque, j'avais pensé qu'il s'agissait de spam ou de concurrents tentant de me déstabiliser. Charles, déjà affaibli par sa maladie, m'avait conseillé de ne pas m'en préoccuper. Mais ces messages avaient une persistance troublante, arrivant toujours dans les moments où je me sentais le plus vulnérable. Le notaire, maître Vandenberg, venait de partir après m'avoir remis une enveloppe scellée que Charles avait laissée avec des instructions précises. En brisant le cachet de cire rouge, mes mains tremblaient légèrement. À l'intérieur, une lettre manuscrite de Charles et une clé USB. Ma chère Océane, ces SMS que tu recevais n'étaient pas des messages d'erreur. Quelqu'un essayait de te protéger. J'ai mené ma propre enquête et découvert qui t'envoyait ces avertissements, et surtout, contre qui. Méfie-toi de Maëlys et de son mari Gauthier Le Floch. La clé USB contient des preuves que j'ai rassemblées. Il prépare ta chute depuis des mois. Ton mystérieux protecteur s'appelle Aurélien Kermarec. Tu peux lui faire confiance. Son numéro, 06 42 18 73 95. Sois plus maligne que, mon amour. Charles. Maëlys. Ma nièce adorée, que j'avais élevée comme ma propre fille après la mort de ses parents. Maëlys, à qui j'avais offert un poste de directrice marketing dans mon entreprise. Maëlys, que j'avais présenté à Gauthier Le Floch, ce brillant consultant. Mon cœur se serra. Comment avais-je pu être si aveugle? J'insérais la clé USB dans mon ordinateur. Les fichiers révélaient une correspondance secrète entre Maëlys et Gauthier, une stratégie méthodique pour s'emparer de mon entreprise. Le premier email, daté de 8 mois plus tôt, me glaça le sang. Maëlys écrivait que je vieillissais, que je devenais têtue, que je devrais songer à la retraite. Elle demandait si les contacts chez Rochefort et Associés étaient toujours intéressés par un rachat d'Essence Éternelle. La réponse de Gauthier était encore plus explicite. Thibaut Rochefort était prêt à faire une offre à 80 millions d'euros, soit 40% en dessous de la valeur réelle. Il fallait me mettre en position de faiblesse pour que j'accepte. Maëlys devait documenter mes erreurs de jugement et mes signes de fatigue pour contester ma capacité à diriger l'entreprise. Le plus choquant était cette phrase, « Le cancer de Charles va nous aider. Océane sera vulnérable émotionnellement. C'est le moment parfait pour frapper. » Ils avaient planifié d'exploiter la maladie de mon mari et ma détresse pour me voler ma vie. Cette révélation me coupa le souffle. Dans un email plus récent, il s'inquiétait de mes SMS mystérieux. Gauthier demandait s'ils avaient découvert qui m'envoyait ces avertissements. Il fallait absolument identifier cette personne avant qu'elle ne cause des problèmes. Ils avaient transformé les tentatives de quelqu'un pour me protéger en arme contre moi, utilisant ma paranoïa comme preuve de ma détérioration mentale. Le dernier document était un plan en 12 étapes pour me pousser vers une dépression nerveuse, me faire commettre des erreurs professionnelles, puis orchestrer un vote de défiance du conseil d'administration. Étape finale, vente d'Essence Éternelle à Rochefort et Associés. Bénéfice estimé pour eux,
25 millions d'euros. Je refermais l'ordinateur et contemplais la tour Eiffel scintillant dans la nuit parisienne à travers ma fenêtre. Maëlys et Gauthier avaient transformé l'amour que je leur portais en arme contre moi. Mais quelqu'un d'autre veillait sur moi. Quelqu'un avait essayé de m'avertir malgré mon aveuglement. Un sourire froid se dessina sur mes lèvres. Ils ne connaissaient pas la vraie Océane Labrousse. Celle qui avait construit un empire à partir de rien allait leur montrer ce qu'était vraiment une prédatrice. Le lendemain matin, je composai le numéro laissé par Charles. Aurélien Kermarec accepta de me rencontrer dans un petit café de Belleville, loin de mes habitudes habituelles. Cet homme d'une quarantaine d'années au regard intelligent mais amer m'expliqua sa motivation. Il y a 2 ans, il travaillait comme directeur financier chez Moncler Industries. Gauthier, engagé comme consultant, l'avait fait licencier en montant un dossier mensonger, tout ça pour placer sa maîtresse à son poste. Sa carrière et sa réputation avaient été détruites. Depuis, il surveillait Gauthier et avait découvert par hasard les négociations secrètes concernant Essence Éternelle. C'est alors qu'il avait commencé à m'envoyer ses SMS d'avertissement, espérant me réveiller sans pouvoir être plus explicite. Les documents qu'il me montra révélaient que Gauthier avait déjà orchestré 3 opérations similaires. Il séduisait des héritières ou des dirigeantes vulnérables, les manipulait psychologiquement, puis organisait leur chute pour récupérer leurs biens. Ses précédentes victimes avaient fini internées en hôpital psychiatrique après avoir été déclarées inaptes. Maëlys n'était pas sa première victime, mais elle était devenue complice. Au début manipulée, elle avait fini par embrasser pleinement le plan. Aurélien me montra des photos de ses précédentes opérations, Céline Delacroix, héritière d'une chaîne d'hôtels, et Margot Rousseau, propriétaire d'une marque de vêtements. Dans les 2 cas, Gauthier avait réussi à faire déclarer ces femmes inaptes à gérer leurs entreprises. Les entreprises avaient été vendues à vil prix à des complices. Les 2 femmes avaient fini internées, leurs fortunes évaporées. Aurélien proposa une stratégie différente de ce que j'avais envisagé. Au lieu de les confronter directement avec des preuves, il suggérait de les amener à se trahir eux-mêmes, publiquement, en leur faisant croire qu'ils avaient gagné. Si vous les accusez ouvertement, Gauthier trouvera un moyen de retourner la situation. Il vous fera passer pour paranoïaque, exactement comme avec ses précédentes victimes. Non, il faut les piéger. Son plan était d'une simplicité diabolique. Je devais jouer la veuve fragile et dépassée que Maëlys et Gauthier voulaient voir. Plus ils se précipiteraient, plus ils commettraient d'erreurs fatales. Je commençais à jouer la veuve fragile et dépassée que Maëlys et Gauthier voulaient voir. Mes tenues impeccables cédèrent place à des ensembles négligés. Mes yeux étaient rougis, mes cheveux légèrement ébouriffés. Quand Maëlys remarqua mon apparence, je lui parlais de mes insomnies, de rêves étranges où Charles me mettait en garde contre des dangers incompréhensibles. Je prétendis perdre confiance en mes capacités, me sentir dépassé par la complexité de l'entreprise. L'empressement mal dissimulé de Maëlys était révélateur. Elle suggéra immédiatement que Gauthier pourrait m'aider avec ses conseils en gestion d'entreprise. Gauthier ne tarda pas à apparaître dans mon bureau, jouant parfaitement la compassion. Il évoqua la possibilité de déléguer certaines responsabilités, mentionnant des investisseurs sérieux intéressés par un partenariat avec Essence Éternelle. Je multipliai ensuite les signes de faiblesse. J'oubliais volontairement des rendez-vous importants, pris des décisions contradictoires, me montrais émotionnellement instable lors des réunions. Maëlys et Gauthier documentaient chacun de mes épisodes avec un zèle criminel. Pendant ce temps, Aurélien, installé dans l'ombre, interceptait leur communication. Gauthier avait pris rendez-vous avec un psychiatre complice pour me faire évaluer rapidement. Une réunion d'urgence du conseil d'administration était prévue. Il avait déjà contacté plusieurs membres pour les préparer à mon état mental dégradé. Ma comédie fonctionnait trop bien. Ils pensaient que j'étais au bord de l'effondrement nerveux et accéléraient leur plan dangereusement. Aurélien m'appela avec des nouvelles alarmantes.
Il comptait me faire interner dès la semaine suivante. Le docteur Morland, psychiatre véreux choisi par Gauthier, avait déjà préparé un dossier médical bidon attestant de ma détérioration mentale progressive. Gauthier avait également contacté Thibaut Rochefort pour finaliser les détails du rachat. Il prévoyait de signer les papiers pendant que je serais interné, Maëlys ayant obtenu une procuration médicale d'urgence. L'étau se resserrait. Il était temps de passer à la phase finale de notre contre-attaque. Le piège était prêt. Mes prédateurs allaient découvrir qu'ils avaient sous-estimé leur proie. Le vendredi, je me présentai volontairement au rendez-vous avec le docteur Morland, le psychiatre choisi par Gauthier. Ce que ni lui ni le médecin ne savaient, c'est qu'Aurélien avait infiltré le cabinet et installé des caméras de surveillance. L'entretien fut un modèle de manipulation médicale. Le docteur Morland orientait ses questions pour confirmer un diagnostic de dépression sévère avec épisode psychotique. Je jouais parfaitement la femme confuse qui entend la voix de son mari défunt la mettant en garde contre son entourage. « Ces voix, Madame Labrousse, elles vous donnent des ordres ?»« Parfois, docteur. Charles me dit de me méfier des gens autour de moi. Je ne sais plus qui croire. » À la fin, le médecin rédigea un rapport recommandant une hospitalisation immédiate et une mise sous tutelle. Exactement ce que Gauthier attendait. En sortant du cabinet, je savourais déjà ma victoire prochaine. Ils avaient mordu à l'hameçon. Leur propre manœuvre allait se retourner contre eux de façon spectaculaire. Aurélien m'attendait dans sa voiture garée discrètement. Les enregistrements vidéo étaient parfaits. Nous tenions la preuve irréfutable de leur manipulation médicale. Le lundi matin, la réunion d'urgence du conseil d'administration eut lieu. Les 12 membres prirent place dans notre salle de conférence, visiblement inquiets. Maëlys et Gauthier s'installèrent près de moi, jouant leur rôle de proches attentionnés. Mais au lieu de laisser Gauthier présenter son dossier contre moi, je me levai calmement. Ma transformation fut saisissante. L'apparence négligée disparut instantanément, remplacée par l'assurance glaciale d'une PDG impitoyable. Ma voix, claire et ferme, résonna dans la salle silencieuse. « Mesdames et messieurs, cette réunion n'a pas pour objet de discuter de mon état mental, mais de révéler une tentative de coup d'État orchestrée par ma propre nièce et son mari. » Le choc sur les visages de Maëlys et Gauthier fut délicieux. Ils réalisaient soudain qu'ils étaient tombés dans un piège. Je distribuai méthodiquement les preuves, les emails révélant leur correspondance secrète, les relevés bancaires de leurs comptes aux Caïmans avec les 2 millions d'euros versés par Rochefort et associés, les enregistrements de leurs conversations privées interceptées par Aurélien. Chaque document était accablant. Leur plan minutieux pour me déstabiliser psychologiquement était étalé devant l'assemblée pétrifiée. Leur rencontre secrète avec Thibaut Rochefort, leur stratégie pour vendre mon entreprise à 40% de sa valeur réelle, tout était documenté. Le plus dévastateur fut l'enregistrement de Gauthier expliquant à un faux investisseur américain, en réalité Aurélien déguisé, comment j'allais être internée en hôpital psychiatrique une fois déclarée incompétente. Sa voix arrogante remplissait la salle de conférence, détaillant comment ma détérioration mentale progressive était documentée par un dossier médical bidon. Puis vint la vidéo de ma consultation avec le docteur Morland, montrant clairement la manipulation médicale orchestrée par Gauthier. L'assemblée était pétrifiée. Plusieurs membres du conseil avaient la bouche ouverte de stupéfaction. Maëlys tenta une dernière défense désespérée, prétendant que tout était un malentendu, qu'il s'inquiétait simplement pour ma santé. Mais les preuves étaient accablantes. Gauthier explosa, m'accusant de paranoïa et de manipulation. Mais sa colère ne fit que confirmer sa culpabilité aux yeux du conseil. Monsieur Séraphin Delahaye, le doyen du conseil, prit la parole pour condamner fermement cette trahison. Sa voix tremblait d'indignation. En 40 ans de carrière, je n'ai jamais assisté à une manipulation aussi sordide.
Madame Labrousse, nous vous présentons nos excuses pour avoir douté un instant de vos capacités. L'assemblée était unanime, Maëlys et Gauthier devaient être immédiatement écartés de l'entreprise. Mais je n'avais pas terminé. Ce licenciement n'était que le début de ma vengeance. Mesdames et messieurs, je ne me contenterai pas de les licencier. J'ai l'intention de porter plainte au pénal pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, et tentative d'atteinte à la liberté individuelle. Maëlys fondit en larmes, réalisant enfin l'ampleur de sa chute. Gauthier, lui, tentait encore de négocier, promettant de tout révéler sur Thibaut Rochefort en échange d'une certaine clémence. Mais il était trop tard. La machine judiciaire allait se mettre en marche, et rien ne pourrait l'arrêter. Vous avez 1 heure pour vider vos bureaux et rendre vos clés. Après cela, vous ne remettrez jamais les pieds dans cette entreprise. Je ne me contentais pas de les licencier. J'avais préparé une vengeance plus sophistiquée, digne de leur trahison. Premièrement, je portais plainte au pénal pour tentative d'escroquerie, abus de confiance, et tentative d'atteinte à la liberté individuelle. Les preuves rassemblées garantissaient leur condamnation. Deuxièmement, j'alertais les autorités financières sur leurs comptes au Caïmans et les 2 millions d'euros de Rochefort et associés. Ces fonds furent immédiatement gelés. Troisièmement, je révélai publiquement l'affaire dans la presse économique, détruisant définitivement leur réputation professionnelle. Gauthier ne pourrait plus jamais exercer comme consultant, et Maëlys était grillé dans le secteur du luxe. Mais le coup de grâce fut différent pour chacun. Pour Gauthier, j'utilisais mes contacts pour informer ses créanciers clandestins de sa situation. Ses dettes de jeu de 800 000 € devinrent soudain exigibles, et des hommes peu recommandables commencèrent à le chercher. Pour Maëlys, je m'arrangeai pour que la banque monégasque qui lui avait prêté 1,5 million d'euros pour son appartement découvre la fraude. Son crédit fut annulé, et elle dut vendre à perte dans l'urgence. Thibaut Rochefort et le docteur Morland furent également poursuivis. L'un pour tentative d'escroquerie en bande organisée, l'autre pour faux témoignage médical et corruption. Leurs carrières furent détruites. Rochefort tenta de négocier en révélant d'autres opérations similaires qu'il avait financées, mais cela ne fit qu'aggraver son cas. Son entreprise fit faillite en quelques semaines, ses clients fuyant un homme désormais associé à l'escroquerie et à la manipulation. Le docteur Morland perdit son droit d'exercer et fut radié de l'ordre des médecins. Les familles de ses précédentes victimes portèrent plainte, révélant un système de corruption médicale qui dura depuis des années. En quelques semaines, Maëlys et Gauthier passèrent de futurs millionnaires à fugitifs ruinés. Aurélien, mon mystérieux protecteur, fut récompensé différemment. Je lui offris un poste de directeur de la sécurité chez Essence Éternelle, avec un salaire généreux qui lui permit de reconstruire sa vie. Vous m'avez sauvé, lui dis-je lors de sa prise de fonction. Sans vos messages d'avertissement, j'aurais tout perdu. Nous nous sommes sauvés mutuellement, répondit-il simplement. 6 mois plus tard, j'étais seul dans mon bureau, contemplant les chiffres exceptionnels de notre dernier trimestre. Essence Éternelle n'avait jamais été aussi prospère. L'affaire avait fait grand bruit dans les médias. Ma réputation de dirigeante intègre et perspicace s'était renforcée. Plusieurs entreprises me proposaient des partenariats, impressionnées par ma capacité à déjouer une manipulation si sophistiquée. Les journalistes m'avaient surnommée « la parfumeuse de la justice », un titre qui me plaisait assez. Maëlys et Gauthier avaient quitté la France. D'après mes informations, ils tentaient de survivre au Canada, séparément, loin de leurs créanciers et de leur passé commun. Une partie de moi se sentait satisfaite. Justice avait été rendue avec la précision d'un parfumeur dosant ses essences. Chaque élément de ma vengeance avait été calculé pour causer un maximum de dégâts à ceux qui m'avaient trahi. Mais le prix à payer était lourd. Ma famille était détruite. La jeune fille que j'avais élevée avec amour était devenue mon ennemi juré. L'innocence de nos relations familiales était perdue à jamais. Dans mon laboratoire privé,
j'avais créé une nouvelle fragrance pendant cette période tumultueuse. Je l'avais appelée Renaissance, un parfum de nouveau commencement, de force retrouvée, de résilience. Ses notes de tête étaient fraîches et piquantes, comme la clarté mentale qui m'était revenue. Les notes de cœur mêlaient des fleurs blanches à des épices, symbolisant la pureté et la détermination. Les notes de fond étaient boisées et poudrées, évoquant la maturité et la sagesse durement acquise. Ce parfum racontait mon histoire, la femme naïve qui avait failli tout perdre, et la guerrière qu'elle était devenue. Un soir, seul dans mon appartement avenue Foch, je découvris un dernier message sur mon répondeur. La voix de Maëlys, brisée par l'échec et l'exil. Tante Océane. Je sais que tu ne veux plus me parler. Je ne demande pas ton pardon, je sais que c'est impossible. Je veux juste que tu saches que je regrette. Chaque jour, j'applique les leçons d'honnêteté que tu m'avais enseignées. Tu avais raison, la réussite sans honneur ne vaut rien. Ces mots me touchèrent plus que je ne l'aurais voulu. Tu as été la meilleure mère que j'ai jamais eue, et moi, je t'ai poignardé dans le dos. Tu as eu raison de me détruire. J'espère qu'un jour, tu pourras être fière de ce que je deviendrai. Au revoir, tante Océane. Je t'aime. Ces derniers mots résonnèrent longtemps dans mon appartement silencieux. Je fermai les yeux et laissai couler les larmes que j'avais retenues pendant des mois. La vengeance avait un parfum complexe, satisfaction et amertume, justice et solitude, victoire et mélancolie. Océane Labrousse avait survécu à la trahison. Son empire était plus fort que jamais. Elle avait prouvé qu'on ne pouvait pas impunément s'attaquer à une femme qui avait bâti sa fortune à la force de ses poignets. Mais dans le silence de son succès, elle réalisait qu'il existe des batailles qu'on peut gagner et perdre à la fois. Parfois, le parfum de la victoire a l'amertume des larmes et la complexité des regrets. Quelques mois plus tard, je créai un autre parfum. Celui-ci, je l'appelais « Pardon ». Pas pour eux, pas encore. Mais pour moi. Pour la femme qui avait dû choisir entre l'amour et la justice, et qui apprenait lentement à vivre avec les conséquences de ce choix. Merci de nous avoir écoutés. Et nous vous donnons rendez-vous dès demain pour un nouveau récit. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de nous donner un pouce en l'air. Et un abonnement à notre chaîne serait très apprécié pour nous permettre de continuer dans cette voie et vous offrir toujours de plus belles histoires. À très bientôt.